Bien, bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Donc, je suis Benjamin Coignet, sociologue du sport. Je vais faire l'animation de cette deuxième table ronde de l'après-midi, donc qui est consacrée à la pratique du sport pour les filles et les femmes. Je vais juste en introduction peut-être rappeler se donner deux, trois points de repère, notamment depuis le rapport 2004 qui a été remis sur Femmes et Sport, qui a été proposé par Brigitte Dédier en 2004 et qui s'interrogeait déjà à l'époque sur comment augmenter la pratique des filles et des femmes dans les quartiers de la politique de la ville, les quartiers prioritaires. Il en ressortait tout un tas d'analyses, mais surtout des propositions qui ont fait date et qui ont permis derrière de déployer des politiques publiques, des actions locales, etc. La première idée, c'était qu'il fallait réinterroger la place des femmes dans la hiérarchie du sport en France, du club jusqu'à l'échelon des fédérations sportives, et notamment de valoriser l'engagement des femmes à prendre des responsabilités, à promouvoir la prise de responsabilité dans ces instances. La deuxième proposition, c'était de s'interroger sur l'encadrement des pratiques sportives pour les filles, l'encadrement qui était proposé aux jeunes filles et aux femmes en disant il fallait faire un effort de mixité et de faire en sorte que plus de filles et de femmes rentrent dans l'entraînement, dans l'animation du sport en France. La troisième piste était également de rééquilibrer financièrement, de promouvoir des actions qui étaient destinées uniquement aux filles et aux femmes, donc qui interrogeait de fait une forme de mixité qui pouvait être permanente, imposée dans la pratique sportive, et en disant peut-être qu'il fallait s'interroger à cette démixité temporaire pour les pratiques sportives, en disant que ça pouvait faire levier dans l'accès au sport. Et enfin, c'était de mieux comprendre les attentes des jeunes filles et des femmes dans ce qu'elles attendaient de la gestion du sport, de leur place dans quel type de pratique sportive, mieux comprendre ses besoins. Ça, c'était en 2004. Voilà, depuis, l'eau a coulé, des politiques publiques se sont déployées, des actions se sont déployées. Et puis, le Conseil national des villes a reposé cette question en 2019, donc il y a très peu de temps, dans l'optique de l'héritage de Paris 2024, sur sport au féminin dans les quartiers, vecteur d'émancipation, point d'interrogation. De nouvelles pistes ont été proposées, mais le constat quand même qui ressort de ce Conseil national des villes, c'est que malgré la volonté, malgré l'énergie, malgré les financements, il y a toujours un déséquilibre marqué dans l'accès au sport pour les femmes et les jeunes filles, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour tout un tas de raisons qui ont été évoquées, notamment le rapport au temps, le rapport à la gestion des emplois du temps des uns et des autres. Donc, en tout cas, aujourd'hui, cet après-midi, on va rediscuter un petit peu de ce sujet-là pour voir qu'il y a des leviers qui existent, qui sont expérimentés dans les territoires et notamment dans le cadre de la labellisation des cités éducatives. Donc, on aura un exemple à Saint-Étienne-du-Rouvray autour du handball tout à l'heure. Voilà, pour voir un petit peu quels sont les leviers qui ont pu être activés dans le cadre de l'animation de la cité éducative pour tenter des choses. Et on verra que malgré la crise sanitaire, eh bien, il y a quand même des projets qui ont pu se faire et qui sont en tout cas en préparation, qui ont pu se préparer pour la rentrée à venir. Donc, avant ça, on va donner la parole donc à Sarah Ouramoun, qui nous a rejoint. Merci beaucoup. On vous connaît en tant que championne. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes investi dans beaucoup d'espaces de direction qui illustrent le rapport que j'évoquais tout à l'heure dans l'accès, dans le déploiement des pratiques sportives aussi. Vous êtes dans des espaces de pilotage à l'échelle de fédération, du CNOSF, etc. On vous laisse vous présenter, donner quelques repères, et puis peut-être nous dire comment vous êtes devenue la championne que vous êtes. Bonjour à tous, merci. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a poussée à faire du sport très tôt. Donc, j'ai commencé par temps et c'est vraiment ce qui m'a permis
d'éviter, comme beaucoup de jeunes filles, de me poser des questions ou de m'auto-censurer. J'ai été élevée comme mes frères et sœurs. Et pour le coup, je me suis jamais posé la question de savoir si j'avais le droit ou non de faire un sport de combat. Et donc, quand j'ai découvert une salle de boxe près de chez moi à Aubervilliers, j'y suis entrée vraiment complètement décomplexée. À aucun moment, je me suis demandé si j'avais le droit ou pas de boxer, puisque mon frère avait déjà fait de la boxe. Et donc, si mon frère avait pu en faire, il était hors de question que moi, je ne puisse pas y avoir accès. Et donc, j'ai découvert la boxe un peu comme ça, par hasard, à une époque où les femmes n'avaient pas encore le droit de boxer. Et en fait, j'ai découvert sur le tard un peu toutes les inégalités qu'il pouvait y avoir à la fois dans le monde du sport et puis de la boxe en particulier, puisque ça restait quand même un univers où les hommes étaient quand même très présents. On peut même parler du dernier bastion du sexisme. Mais voilà, il y avait cette envie de me dépasser, d'apprendre à maîtriser le boxe et le noble art. Et puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était très ouvert et qui m'aidait sans trop se poser de questions. À l'époque, il accueillait les scolaires, les classes de CM2 pour des cours de boxe éducative. Et donc, pour lui, c'était assez naturel que je puisse m'entraîner dans cette salle. Voilà, et ça a duré 20 ans. Et puis, avec de belles aventures, de beaux combats à la fois sur le ring, mais surtout en dehors. Et puis, un engagement aussi dans le mouvement sportif, puisque bon, ça reste une passion, ça reste mon ADN. Et voilà. Merci. Alors, vous évoquiez en dehors de l'espace sportif, vous avez quand même créé un club. Peut-être nous dire un petit mot sur ce club. Tout à l'heure, dans la première table ronde, on entendait des champions qui ont aussi agi dans des clubs, créé des clubs ou qui se sont investis dans des clubs de quartier malgré le parcours de champion. Vous avez monté une structure aussi. Nous en dire deux mots? Oui, j'ai monté une association donc, qui a 10 ans cette année. J'ai commencé par des cours de boxe pour femmes avec une garderie, puisque j'avais très souvent des mamans qui ne pouvaient pas se rendre au cours parce qu'il y avait des problématiques de garde d'enfants. Et l'idée, c'était de pouvoir leur permettre, ou en tout cas les soulager à ce niveau-là. Et puis l'association s'est développée. Aujourd'hui, je suis implantée à Aulnay-sous-Bois, donc en Seine-Saint-Denis, et j'ai développé tout un programme qui s'appelle les Puncheuses, qui s'adresse à la fois à des jeunes filles plutôt à 15-18 ans, où j'utilise la boxe vraiment comme outil d'émancipation sociale et professionnelle, et puis à des femmes adultes pour leur permettre de gagner en confiance. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de leur donner accès à la salle. Et je vois ce cours plutôt comme un sas, en me disant que c'est un premier pas au club de boxe. C'est une manière de leur permettre déjà de faire du sport, d'apprendre à se connaître, de tisser du lien pour revenir après, plus tard, s'entraîner en mixité. Et donc, dans ce programme-là, elles ont à la fois de la boxe, mais elles ont aussi beaucoup d'événements, d'ateliers plutôt développement personnel avec des coachs, et puis des événements networking, puisque l'idée, c'est de se dire que le club, c'est aussi une manière de se créer un réseau et potentiellement de trouver un emploi, de trouver une formation par la suite. Donc, j'organise des événements en leur permettant de rencontrer des femmes qui ont des parcours inspirants, et puis surtout de se créer un réseau et des contacts stratégiques pour la suite. Alors peut-être dernière petite question, puis on reviendra vers vous tout à l'heure dans les échanges, mais euh, avec tout cet engagement, toute cette entrepreneuriat aussi que vous avez développé en parallèle de votre parcours de championne, pardon, quels seraient les messages, ou plutôt les ingrédients qui vous semblent indispensables pour réussir cet accès au sport pour les filles et les jeunes femmes des quartiers prioritaires? Vous êtes issu d'Aubervilliers, donc il y a des quartiers prioritaires, vous êtes issu de ces territoires, avec cette expérience d'entrepreneuriat, de parcours de championne, voilà. Qu'est-ce qu'il faut réussir? Ben, disons que si je prends un peu, enfin, si je m'appuie sur mon expérience, je dirais que c'est commencé très tôt.
Moi, aujourd'hui, je suis maman de deux filles et je les ai mis tout de suite au sport. L'idée, c'est aussi de casser un peu les barrières culturelles, les barrières familiales et travailler sur les messages et l'éducation. Donc, donner l'habitude aux jeunes filles très tôt de faire du sport. Pour moi, c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être travailler sur l'encadrement. Il y a trop peu de femmes aujourd'hui qui animent des cours. Alors moi, je parle pour mon sport, hein, pour la boxe, mais c'est vrai que quand moi j'ai des femmes qui viennent à la salle et qui se rendent compte que c'est moi qui donne le cours, c'est une femme, ça leur permet d'oser d'avant. Et puis après, il y a une question aussi d'accessibilité, à la fois en termes d'horaire, d'équipement, mais aussi de distance. Je sais que nous, sur Aulnay, on est plutôt sur une zone industrielle. Et c'est vrai que c'est compliqué pour des femmes qui ont, par exemple, pas le permis. Donc voilà, il y a peut-être aussi à travailler sur l'accessibilité. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour les échanges. On va donner la parole à Abi Niaré. Donc, vous êtes vice-championne olympique 2016 de taekwondo, championne du monde et d'Europe également, au passage. Vous êtes de plutôt Mantes-la-Jolie, il me semble. Peut-être vous, pareil, vous présenter sur votre parcours. Comment êtes-vous devenue cette championne? La même question que pour Alors oui, Sarah. c'est alors oui, voilà, je suis issue du QPV du Val-Forêt, moi. Donc, je suis née et j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Et bien moi, j'ai commencé très jeune aussi par la danse hip-hop. Donc, j'ai d'abord suivi ma grande sœur dans la danse hip-hop et puis après 2, 3 ans de danse, et bien ma sœur s'est dirigée vers le taekwondo. Donc, je l'ai suivie encore une fois. Et bah, il s'avère que ma sœur était très, très forte à ce sport et bah, je voulais faire la même chose et bah, j'ai aussi eu beaucoup de facilité à bah, dans cette discipline. C'est-à-dire que très vite, bah, j'ai gagné de nombreuses compétitions et en 3 ans de taekwondo, j'ai été appelée pour intégrer le Creps de Châtenay-Malabry. Et puis, bah, suite à ça, j'ai intégré d'autres CREPS, notamment celui d'Aix-en-Provence, pour finir bah, à l'Institut national du sport, où vraiment j'ai révélé tout mon potentiel. Et donc, c'est à l'Institut national du sport que j'ai décroché bah, mon titre de championne du monde et cette belle médaille d'argent olympique. Et puis bah là, dans la continuité des choses, j'ai mis un terme à ma carrière il y a très peu de temps, donc il y a 1 an et demi. Et bah, je me suis lancée sur un diplôme d'État de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport, tout simplement parce que, ben, comme Sarah, je trouve que il y a énormément à faire dans l'encadrement des femmes. Enfin, il y a très peu de femmes, en tout cas dans ma discipline, qui encadrent le taekwondo. Et j'avais vraiment un rêve, c'était d'ouvrir aussi ma structure dans ma ville de Mantes-la-Jolie. Car bah, là où j'ai commencé, moi, c'est vrai que bah, c'était assez compliqué pour les femmes d'oser venir. Et aujourd'hui, malheureusement, le club n'existe même plus. Donc ça me donne du courage en fait de me dire que surtout avec quand j'ai vu l'exemple que j'avais été pour toutes ces jeunes filles de Mantes-la-Jolie après les Jeux, je me suis dit qu'il y avait énormément de choses à faire et que il y avait tout un tas de femmes en fait et de jeunes filles qui rêvaient d'atteindre mon niveau et malheureusement elles n'avaient aucune structure près d'elles, aucun établissement. Donc enfin voilà, c'était mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à prendre de l'expérience et d'emmagasiner bah, beaucoup de choses. C'est pour ça que je me lance dans le DES l'année prochaine pour approfondir mes connaissances et essayer de construire quelque chose de beau pour la future génération euh, qui arrive et qui, je pense, doit se mettre très tôt au sport, comme le disait Sarah, parce que voilà, ça commence très tôt, ça commence très jeune. Moi, j'ai commencé à 10 ans et bah, à 13 ans, voilà, j'ai très vite évolué. Je suis rentrée en équipe de France et je sais que c'est possible aussi bah, pour toutes les jeunes filles et les femmes de QPV. Maintenant, moi, j'ai eu la chance d'avoir été accompagnée, d'avoir eu le club qui était assez derrière moi
Mais aujourd'hui, voilà, il en manque énormément. Il manque énormément d'encadrantes femmes. Et voilà, je sais que le fait d'avoir une encadrante, des encadrants femmes, euh, bah, ça aide surtout dans les QPV où culturellement, bah, il y a cette, cette facilité pour les femmes d'aller vers les femmes. Et donc voilà, aujourd'hui l'objectif c'est vraiment de développer quelque chose autour des QPV et plus particulièrement des jeunes filles. Donc voilà, c'est l'objectif aujourd'hui. Après mon après-carrière, c'est mon objectif. Merci beaucoup. Alors peut-être dernière question aussi, puis on demandera à Madame la Ministre de réagir par rapport à vos parcours. Mais peut-être une simple question sur ce projet qui est en réflexion. Hein. Vous êtes dans ce parcours de Ouais. formation pour vous préparer, etc. Il y a le même ingrédient de réussite incontournable qui est l'encadrement féminin, comme disait Sarah Oramon tout à l'heure, etc. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses pour vous qui semblent importantes de pas rater dans ce projet, dans ce que vous travaillez actuellement pour que ça émerge? Au-delà de l'encadrement, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients incontournables? Eh bien, au-delà de l'encadrement, bien sûr, bah, il faut aussi que, enfin, le petit plus, c'est aussi d'avoir un accompagnement au niveau des familles, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu aussi une famille qui m'a beaucoup accompagnée. Je suis issue d'une famille de 7 enfants, je suis la dernière, et c'était pas évident pour mes parents de me laisser partir, surtout pour mon père, de me laisser partir à l'âge de 13 ans pour l'équipe de France. Et bah, c'est grâce à mes grands frères et mes grandes sœurs qui ont un peu poussé papa pour me laisser bah, vivre mon rêve et être athlète en équipe de France. Donc c'est vrai que la famille aussi, avoir une famille qui nous soutient et qui est derrière nous et qui croit en nous, je pense que c'est vraiment un plus. Et parce que c'est vrai que aussi dans les QPV, la famille aussi, ça peut arriver que ce soit un frein, bah, surtout pour les jeunes filles. Mais c'est vrai qu'avoir une famille qui comprend et qui voit le potentiel en nous et qui nous suit, bah c'est vraiment un plus. En tout cas, moi, ça a été un vrai plus pour moi. Et aujourd'hui, bah, l'accompagnement de la famille, pour moi, c'est quelque chose quand même de primordial quand même. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Merci. Madame la Ministre, une petite réaction. On voit les ingrédients proposés par nos deux championnes sont assez proches. Hein. Un encadrement féminin formé, qualifié, etc. Des aménagements, des horaires, des lieux très identifiés. Et puis, on vient de l'entendre, la nécessité de créer un lien, de réussir à créer ce lien avec la famille. Voilà. Comment vous entendez ces pistes? Alors, sur toutes ces pistes sur lesquelles nous travaillons en lien avec le mouvement sportif et nous partageons cette volonté de ramener plus de femmes à la pratique, alors des femmes dans le sport amateur, hein, mais aussi agrandir le vivier pour le sport de haut niveau et le sport professionnel pour les femmes. Nous travaillons sur, d'une part, le thème que vous avez évoqué au début, la féminisation des instances, parce que je suis convaincue qu'avoir plus de femmes à l'initiative de la création d'associations, qui accèdent à la présidence des associations, et puis derrière des comités régionaux, des ligues et des fédérations, c'est aussi une partie de la solution pour que l'accès au sport devienne véritablement un droit pour toutes les femmes en France. On constate au niveau de la pratique sportive, quand elle est libre, pas encadrée, 50% de femmes qui pratiquent, 50% d'hommes. Mais quand elle est en club, ça tombe, ce pourcentage de pratique pour les femmes tombe à moins de 40%. On est, je crois, à 30, 33, 35%. Et il y a vraiment un gros effort à faire, comme a dit Sarah tout à l'heure, en favorisant l'accès au métier d'éducatrice sportive, mais aussi de cadre d'État qui encadre le sport beaucoup plus aux femmes. Et ça, c'est une structuration de la filière d'accès à ces métiers que nous sommes en train de travailler aujourd'hui. Et je suis très intéressée par le témoignage de Hadi qui nous fait part de tout son enthousiasme et sa volonté de devenir éducatrice sportive, voire de monter de zéro, partir de zéro pour refaire naître une association qu'elle-même a connue et qui n'existe plus aujourd'hui dans un quartier prioritaire de la ville. C'est vraiment voilà une belle aventure dans laquelle tu te lances, Abby, et on est là pour t'accompagner et on reprendra contact avec toi pour voir comment t'accompagner plus dans cette démarche. On a accompagné les femmes
qui voulaient se diriger vers des instances sportives dans un programme auquel Sarah a pu participer, financé par le ministère des Sports et le mouvement sportif, le CNOSF, qui mélangeait des femmes qui désiraient prendre des responsabilités, qui avaient déjà au niveau associatif, mais qui voulaient monter plus haut au niveau fédéral, et on les a mélangées dans des ateliers de formation avec des femmes chefs d'entreprise. Nous avons soutenu financièrement ce programme. Certaines d'entre elles y sont même arrivées à accéder à des postes de présidente de fédération, comme la présidente de la fédération d'hockey sur gazon, Isabelle Join. Sarah Ouramoun elle-même est aujourd'hui vice-présidente de la fédération de boxe. Et d'autres femmes qui sont montées, j'allais dire, en gamme et en grade au niveau fédéral aujourd'hui. Dans la loi, nous avons instauré la parité, une loi qui va être finalement votée, je l'espère, prochainement au Sénat. Donc le monde sportif a été d'accord pour que nous ayons une parité hommes-femmes dans les comités exécutifs au niveau des fédérations, dans leurs organes déconcentrés également, dans les ligues. Et j'espère que ça va irriguer aussi plus à la base, plus au niveau des associations. Et cette thématique du sport pour les femmes est très importante pour nous. On a participé à la structuration d'un accord de branche dans le sport, dans le sport professionnel. Ça a commencé par le handball qui a signé sa première convention collective au niveau de la branche professionnelle, et puis ça va irriguer aussi dans les autres sports collectifs prochainement. Et aussi sur le statut des sportives, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel, voir comment, par exemple, intégrer mieux la maternité dans la carrière des sportives, comment intégrer aussi le sport dans la vie des femmes qui sont enceintes et qui parfois sont pas suffisamment conseillées pour aller vers une pratique sportive régulière, y compris pendant leur grossesse. Donc là, ça touche le sport pour toutes. Et à ces temps de la vie des femmes où il est bon de faire du sport, pendant la maternité, après l'accouchement, au moment de la ménopause, dans des temps spécifiques pour les femmes. Et forcément, quand on a plus de femmes qui réfléchissent à l'offre qu'on peut proposer à ce public, l'offre du coup est plus adaptée. On l'a vu avec l'offre de garde des enfants qu'a expliqué tout à l'heure Sarah. Et on voit que c'est un véritable moyen pour inciter plus les femmes à aller pratiquer du sport que d'adapter l'offre à leurs contraintes et à leurs attentes aussi surtout. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner par une immersion à Saint-Étienne-du-Rouvray pour aller voir dans la cité éducative de Saint-Étienne-du-Rouvray, du coup, comment toutes ces problématiques que vous avez présentées juste avant, tous ces points de vigilance et ces axes d'intervention à ajuster, eh bien, comment c'est pris en compte dans la cité éducative autour d'un projet autour du handball. Donc, on a monsieur Gilles Burel qui est là, qui est le coordinateur REP et qui est accompagné de Benoît Edrich, qui est le directeur de l'école élémentaire. On vous laisse la parole. Je crois que vous avez un petit diapo de 2 slides pour qu'on puisse prendre quelques repères sur votre travail. Et puis, on discute un petit peu après. Donc oui, merci. On va donc faire une intervention à 2 voix avec Monsieur Edrich. Vous pouvez lancer le premier slide si vous voulez. Donc dans un premier temps, je vais donner quelques éléments sur la cité éducative de Saint-Étienne-du-Rouvray. Puis Monsieur Edrich, qui est à l'initiative du projet handball, donnera quelques éléments de contexte par rapport à ce projet. Et je reprendrai la parole pour détailler un peu ce qui nous a intéressé dans ce projet et ce que nous souhaitons mettre en place à la rentrée prochaine, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, les problématiques de crise sanitaire et de protocole ne nous ont pas permis de mettre en place ce projet cette année, mais il sera mis en place à la rentrée prochaine. Voilà, donc vous pouvez lancer le premier slide si vous voulez. Donc juste Saint-Étienne-du-Rouvray, c'est une ville qui est au sein de la métropole Rouen-Normandie. C'est la 3e commune en termes d'importance et de population. Une population extrêmement jeune, avec 4 collèges et tous classés en éducation prioritaire. Et sur ces collèges, il y a un quartier plus référencé encore que les autres, c'est celui du Château-Blanc, dans lequel il y a notamment le collège Robespierre qui est classé en RED+. Non, le premier slide, c'était bien.
qui est classé en RED+, et puis le collège Louise Michel, qui lui est classé en RED. Pour se situer au niveau de l'académie, en tout cas quand c'était l'académie de Rouen, puisque maintenant nous sommes regroupés avec Caen, c'était le quartier le plus défavorisé en termes d'indices sociaux sur l'académie de Rouen. Donc nous avons une habitude de collaboration hein, au niveau des réseaux, avec la ville notamment. On avait déjà initié avant la mise en place des cités éducatives un dispositif qui s'appelle Quartier d'enfants et qui consistait à regrouper un établissement scolaire, un service de la ville et une association. Et ben là, on est en plein dans ce projet-là, et donc je vais laisser Benoît Hedrich vous parler des éléments de contexte hein, de la mise en place du projet handball sur son école. Oui, bonjour à tous et à toutes. Oui, simplement pour revenir sur le début de cette action, qui est partie d'un constat. Alors, d'un constat de rivalité tout d'abord entre les deux groupes scolaires qui existent, qui se côtoient sur le quartier du Château-Blanc, l'école Vallon et puis l'école Massé. Deux groupes qui sont séparés, deux groupes scolaires qui sont séparés simplement par un petit parc. Et pour autant, c'est une rivalité qui voit le jour avec de la violence, même chez les plus jeunes, hein, des bagarres, des conflits. Donc il fallait trouver une action qui pouvait fédérer les deux écoles. Et puis ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, finalement, un autre constat, c'est que sur le quartier, bien sûr qu'il y avait le football et qui, bien sûr, attire beaucoup de pratiquants et des pratiquantes un petit peu aussi. Pour autant, il y avait un manque en termes d'offres d'activités sportives. Et pour le coup, en s'appuyant sur le scolaire, tout d'abord, la pratique scolaire, on a pu commencer à développer cela. Alors, ça a commencé en 2016-2017 avec deux classes simplement, hein, ma collègue et moi-même, une intervention d'un technicien d'un brevet d'État, pour le coup d'une commune voisine, et puis devant l'enthousiasme, alors de nos élèves, bien sûr, pour cette activité garçons comme filles de découvraient, et puis surtout les petites filles. On s'est dit qu'il fallait un peu développer cette pratique. L'année d'après, en 2017-2018, nous avons ouvert du CP au CM2 dans notre école cette initiation au handball. Pour le coup, ça nous faisait donc 250 élèves déjà initiés et pour nous, École Vallon, exactement 125 filles. Donc, qui ont commencé à découvrir cette activité sportive du CP au CM2. Je vous parlais au début des rivalités un peu entre les deux groupes scolaires. Donc l'année suivante, en 2018-2019, nous avons intégré l'autre groupe scolaire au sein de cette initiation handball là. Donc on a maintenant, juste avant la crise, hein, nous avions donc 521, exactement 521 élèves, dont 242 petites filles ou filles, jeunes filles, qui étaient sensibilisées donc au handball sur le temps scolaire. Donc pour compléter ce travail sur le temps scolaire, hein, avec forcément nous nos attentes et les attendus de l'éducation nationale, c'est créé pour le coup une section handball, un club qui s'est installé, qui s'est créé au sein du Château Blanc, justement pour compléter cette offre et puis offrir juste aux pratiquantes les plus motivées une possibilité d'aller toucher la vie associative et surtout les entraînements. On en voit d'ailleurs, on voit une des équipes ici. Donc très rapidement en 2018, on a eu une cinquantaine de licenciés, enfin le club a eu 50 licenciés, 50 joueuses euh, très enthousiastes, motivées, qui sont venues s'inscrire de 11 à 17 ans. Et pour le coup, le club a pu créer en très peu de temps 5 équipes. 5 équipes. Et puis en cette année, en juin 2019, il y a même deux élèves de ma classe à l'époque qui ont deux jeunes élèves joueuses qui ont intégré un collège sport-études. C'est quand même incroyable par rapport au peu d'années de pratique qui elles avaient bénéficié. Donc un réel engouement, alors si je peux me permettre le vocabulaire un peu, l'envie, la niaque
et incroyable et remarquée. Donc pour le coup, une activité, un projet, un développement qu'il faut absolument, grâce à la cité éducative, faire perdurer, renforcer. Euh, donc malheureusement, la crise sanitaire est arrivée. Nous allons reprendre dès septembre, je l'espère, cette marche en avant. L'idée derrière ça maintenant, hein, nos objectifs sur ce projet, c'est bien sûr pérenniser cet enseignement sur le temps scolaire et en dehors. Pour le coup aussi, professionnaliser un peu les éducateurs, enfin l'éducateur du club. Euh, J'ose même dire, et ce qu'il faudrait, on l'a entendu avec les grands champions qui ont parlé, c'est l'éducatrice technicienne. Il nous faudrait ça, parce que c'est quand même, on le voit, un des moteurs, un des leviers à la pratique. Et puis, bien sûr, l'idée de ça, c'est sortir, profiter de ce support pour sortir nos élèves, les jeunes, et plus particulièrement les jeunes filles, des quartiers pour aller découvrir autre chose. Parce que le bilan qui est extrêmement positif pour l'instant, hein, d'un début et d'une rencontre entre des pratiquantes et une activité, pour autant, on peut en faire le constat actuellement, et c'est un des axes de progrès que l'on doit mener, réfléchir à améliorer cette situation, c'est effectivement l'implication des familles. Ça a été évoqué, l'importance de l'implication des familles, parce qu'on le voit bien au sein du club, par contre, oui, les matchs à domicile, oui, les joueuses étaient bien présentes. Pour autant, une grande difficulté à mobiliser ces mêmes joueuses lorsqu'il fallait faire un petit déplacement. Donc on voit bien là que la solution, enfin en tout cas un des éléments, c'est bien l'implication de la famille. Et nous, sur le temps scolaire, comme en dehors, il faut absolument qu'on arrive à trouver des leviers pour pouvoir intégrer les familles beaucoup plus, afin qu'il y ait une pratique libérée et une découverte d'autres. Donc voilà en tout cas l'état de notre projet actuellement, et puis surtout la reprise en septembre, et en espérant pouvoir progresser, notamment vers la famille, et puis surtout on l'a évoqué, je crois que c'est important, et on est complètement d'accord avec ça. Pourquoi pas former, aider à former une technicienne ou des techniciens. Vraiment, il y avait beaucoup d'adhérentes encore motivées. Voilà en ce qui concerne. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit que il y a de la cohérence aussi avec ce qui a été dit avant. Alors une question qui vient du chat. Alors on le voit pas forcément les uns les autres, mais elles nous sont communiquées autrement autour de la famille, parce que ça a fait réagir quand même nos discussions depuis tout à l'heure, en disant finalement, est-ce que le label cité éducative, l'ingénierie que permet la cité éducative, est-ce que c'est enfin, comment cette opportunité peut être saisie pour travailler autrement avec les familles dans le cadre de la cité éducative? Alors peut-être les uns et les autres, est-ce que pour vous c'est une occasion? Comment on peut faire mieux autrement avec les familles pour favoriser l'accès, la sensibilisation, ça a été dit dans le chat, sensibiliser les parents à la pratique sportive de leurs filles, de leurs enfants? Oui, alors clairement sur notre cité éducative, c'est vrai que les écoles sont des points d'appui importants. Il y a les familles sont très un respect de l'école, une confiance dans l'école, etc. Et c'est comme l'expliquait Monsieur Edrich, nous comptons fortement là-dessus pour que on puisse pérenniser la venue des filles dans ce club naissant qui n'est pas très structuré, qui a une grosse volonté, mais comme il le disait, des éducateurs sportifs qui ne sont pas forcément très connus encore sur le territoire et qui ne sont pas non plus diplômés. Et puis avec la troisième chose qui a été évoquée, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui est effectivement un facteur rassurant. Donc on compte beaucoup pour cette pratique au niveau scolaire, pour que ça puisse créer un lien et que les filles s'inscrivent de façon pérenne dans l'activité. Au-delà de ça, et au-delà du sport, ce qu'expliquait Monsieur Edrich à propos des filles qui ne vont pas dans les matchs à l'extérieur, on espère bien que si les familles sont là, ça va les rassurer, que si elles peuvent même parfois accompagner, ça les rassurera sur le fait
de sortir du quartier. Et puis pour nous, en termes scolaires, c'est un gros enjeu parce que on a la même problématique avec les stages troisième où les filles on leur demande de trouver, enfin les familles leur demandent de trouver un stage dans le quartier et on a beaucoup de difficultés à les sortir du quartier. Et on espère que de ce fait-là, ça pourra aussi débloquer des choses sur ce plan-là ainsi que sur l'orientation post-troisième. Voilà. Merci. Madame la ministre? Ah, votre micro est... Oui. C'est bon. Effectivement, moi, je loue effectivement cette envie de monter un club spécifiquement pour les filles à partir, en fait, le plus tôt possible. Et j'irais même à un âge encore plus tôt, parce que c'est vrai que si vous désirez atteindre cet objectif d'impliquer les familles, là où elles sont le plus sensibles aux activités qu'on peut leur proposer avec leur enfant, c'est au moment de l'arrivée des enfants dans la famille, c'est-à-dire très tôt. On entend dans certaines fédérations et dans certains clubs ces activités baby se développer, où on associe justement les parents à l'activité sportive elle-même. On arrive à proposer une activité parent-enfant. Et c'est des choses qu'on aimerait développer de plus en plus, parce qu'avec d'autres ministres aussi, notamment Adrien Taquet, qui est ministre de la Famille, de la protection de l'enfance aussi, le sport est vu par l'action de son ministère comme un outil d'accompagnement à la parentalité dont on a besoin aujourd'hui dans notre société, d'accompagner les parents lorsque ils connaissent l'arrivée d'un enfant dans la famille, ou du deuxième, du troisième enfant. Et le sport peut être un endroit, les associations sportives, où justement on crée ce lien nouveau entre les familles pour discuter de l'arrivée des enfants, mais aussi où les parents peuvent apprendre et acquérir des compétences pour jouer avec leur enfant, pour se mettre dans des situations sportives. Et c'est vrai que c'est pas suffisamment aujourd'hui connu et utilisé par les associations, mais ce sont des activités qui permettent aussi de développer le nombre d'adhérents au sein des associations qui se lancent dans ces défis. C'est pas simple, hein, parce que souvent les éducateurs sportifs ont un peu une aversion vis-à-vis des parents et souhaitent plutôt faire leur séance sans avoir des parents dans les pattes en permanence. Mais je pense que voilà, l'accepter et arriver à le gérer et le réguler dès le début de l'entrée en activité des enfants, c'est aussi une promesse d'en avoir ensuite dans l'association, de capter du bénévolat plus facilement, et puis d'avoir aussi finalement l'autorisation des parents à libérer leurs enfants pour des stages, pour partir en compétition, une fois que la confiance s'est installée. Mais je crois que pour installer cette confiance, il faut démarrer tôt. Et ces activités-là, destinées à la petite enfance, peuvent aussi être une solution pour capter les enfants très tôt, et du coup les familles aussi dans le giron associatif, les faire entrer dans le giron associatif le plus tôt possible. Merci. Peut-être Sarah ou Ramoun, Abignaré, que pensez-vous de ce sujet? Est-ce que vous voulez compléter par rapport à vos réflexions? Moi, peut-être juste pour compléter, parce que je pense tout à fait qu'il faut commencer très tôt et essayer d'impliquer les parents, même les activités parents-enfants, c'est ce qui fera réussira à éveiller les mentalités et convaincre les familles. Et peut-être un autre levier, ce serait de continuer à communiquer encore plus sur des réussites féminines, des rôles modèles pour les rassurer, les convaincre, les inspirer. Je sais que dans le 93, il y a énormément de championnes et de champions. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les valoriser encore plus pour inspirer les plus jeunes. Par rapport à ça, pardon, une question dans le chat qui était quels seraient les leviers pour favoriser la légitimité des femmes encadrantes lambda, c'est-à-dire non championnes? Justement, quand on n'a pas, dans certains territoires, il y a parfois pas de champions, peu de champions. Comment on peut faire alors, inversement? Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de renforcer la légitimité. Il faut déjà leur faciliter l'accès, en fait, au diplôme et l'accès au métier, et puis l'accès aux instances dirigeantes. Elles n'ont pas besoin de prouver leur légitimité.
aujourd'hui, il y en a pas suffisamment qui se lancent dans ces métiers. Il y en a pas suffisamment qui sont accompagnés par les associations pour une question de choix, parce que quand on a le choix d'accompagner une fille ou un garçon vers ces métiers pour qu'ils deviennent éducateurs sportifs, bah, le choix il est porté majoritairement sur des garçons, parce que le choix est souvent fait par des hommes. Donc voilà, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, mais je pense qu'aujourd'hui les mentalités progressent, qu'on entend plus parler des femmes, que voilà, quand on impose aussi par la loi la mixité dans les instances sportives, de fait, il y aura plus de femmes qui décideront et leurs choix se porteront peut-être de manière préférentielle au début sur des femmes et puis après de manière indifférenciée sur des hommes et des femmes. Et c'est à ça aussi qu'on veut aboutir. Et voilà, nous, dans les financements au ministère des Sports, à l'Agence nationale du sport, qu'on flèche sur les postes qu'on soutient dans les associations sportives, dans les fédés, on veille à ce qu'il y ait une parité. Alors, on n'y arrive pas parce que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'offres qui nous concernent les femmes, mais systématiquement, on privilégie les femmes qui entrent sur des postes fédés par rapport aux hommes pour rétablir justement cet équilibre qui n'existe pas aujourd'hui. Merci. Abine Yaré, vous vouliez intervenir sur cette question? Ah, le micro est coupé. Oui, oui, donc ouais, moi je voulais rebondir aussi sur ce que Sarah avait dit juste avant. C'est vrai que l'exemple tout de suite, ça donne une force. C'est vraiment en voyant qu'il y en a qui ont réussi avant nous, qu'on peut le faire aussi. Donc, je pense que bah, on a énormément d'exemples dans toutes les régions, y compris bah, dans la mienne, dans les Yvelines. On a énormément de grands champions et de grandes championnes qui ont réussi à montrer que tout était capable, même issu d'un QPV. Et je pense que ouais, la force de l'exemple aussi, de mettre nos championnes en avant, pourrait aussi donner un élan de courage et d'envie à nos jeunes filles. Merci beaucoup. On arrive au terme de la table ronde. Peut-être, Madame la Ministre, un mot de conclusion. Alors évidemment, le sujet est très très complexe et on pourrait tirer plusieurs leviers. Il y a énormément de choses à évoquer, mais peut-être voilà un petit mot pour terminer sur ces cités éducatives. Voilà, on a encore lundi où il y aura des nouvelles expériences qui vont être proposées. Qu'est-ce qui se dégage? Bah, j'espère que cette séquence et ces 2 ateliers auront permis aux acteurs des cités éducatives qui ne connaissent pas suffisamment les acteurs du sport ou le rôle aussi que peut jouer une association sportive, des sportifs de haut niveau connus qui ont réussi dans un quartier, ceux qui ne connaissent pas ce que les associations font déjà pour l'éducation par le sport, pour l'insertion professionnelle, pour la santé dans tout l'environnement voilà, qu'ils captent grâce au sport, mais aussi aux alentours, auront été convaincus pendant ces 2 tables rondes qu'on peut jouer sur des thèmes qui sont les objectifs des cités éducatives, l'égalité des chances, l'égalité entre les femmes et les hommes, la possibilité d'intervenir sur les modes de garde dans ces quartiers. Donc le sport peut faire partie de tout ça et peut être un acteur réellement pertinent pour travailler sur toutes les questions de santé, d'inclusion, d'insertion, d'éducation, dans les différents aspects qu'on a pu évoquer. J'espère que tous les acteurs qui auront été avec nous aujourd'hui sauront se saisir à l'avenir beaucoup plus du potentiel qu'offre le monde associatif sportif sur un territoire et inversement que les acteurs du sport qui ont entendu aujourd'hui parler peut-être pour la première fois des cités éducatives sauront aller se présenter, aller taper à la porte de ces cités éducatives, de leurs élus, des écoles aujourd'hui qui sont à la manœuvre et qui sont au pilotage de ces cités éducatives, se présenter au préfet avec leurs actions et pouvoir bénéficier des aides de l'État, des aides des collectivités et de la NCT en particulier sur les cités éducatives pour se structurer, monter en compétences, valoriser ce qu'ils font déjà et faire encore mieux ce qu'ils font déjà de manière embryonnaire pour certaines associations ou alors sans être vus finalement des autorités publiques et des instances publiques sur leur territoire et sans être reconnus pour cela.
Le dispositif d'État Cité éducative est fait pour cela. Il est travaillé avec les collectivités et les acteurs de l'école aujourd'hui. Et les acteurs du monde du sport y ont complètement leur place. Merci beaucoup. On a hâte d'être dans un an, quand on aura vécu une année sportive un peu plus ouverte, un peu plus Normal. pleine, normale, voilà, pour voir justement cette créativité et ce dynamisme dans les cités éducatives. Donc peut-être qu'au prochain printemps des cités éducatives, on aura encore plus de recul et plus d'éléments à apporter sur ces échanges. Merci à vous, merci Madame la Ministre d'être restée avec nous du coup sur toute l'après-midi. Et puis on se retrouve lundi sur le printemps des cités éducatives. Il y aura des retours expériences encore sur le sport avec d'autres exemples, mais sur d'autres sujets également. Voilà, à très bientôt.